Alors, bonjour à tous, merci pour votre présence ce soir pour ce webinaire sur le point sur l'infectiologie en partenariat avec la SPILF et la revue Infectious Disease Now. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Robert Cohen et le professeur Yves Hansmann pour nous présenter 2 topos médicaux en infectiologie. Donc tout d'abord, je vais pouvoir laisser la main au professeur Robert Cohen pour nous faire un point sur la vaccination anti-méningocoque B. Donc, professeur Cohen, vous êtes pédiatre, infectiologue à l'hôpital de Créteil, président du groupement français d'infectiologie pédiatrique, très occupé, je pense, en ce moment avec le congrès de pédiatrie aujourd'hui. Merci de votre présence. Et vous êtes aussi directeur scientifique de l'Institut de recherche sur les infections communautaires, le groupement Active, et directeur scientifique du réseau de vaccination des personnels de santé Infovac France. Merci d'être là avec nous. Je vais vous laisser la main pour Merci. présenter. Et vous me laissez partager. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Et en fait, Jean-Paul a pensé, je pense, à ce topo pour la prise de position commune qu'ont pris à la fois les infectiologues et les pédiatres sur la vaccination contre le méningo B, que je vais essayer de vous expliquer. Voilà. Donc, je vais vous parler donc de la vaccination contre le méningo B du nourrisson. Alors, ça fait suite à une audition à la fois commune, à la fois des pédiatres et des infectiologues, auprès de l'ACTV, parce qu'il y a eu une consultation publique sur l'intérêt de ce vaccin. L'ACTV avait pris une position en disant que finalement, il n'y a rien qui changeait depuis la première prise de position qu'ils avaient prise en 2013 et qui ne recommandait toujours pas ce vaccination pour les nourrissons. Et très rapidement, nos contacts entre infectiologues et pédiatres ont montré qu'on avait la même position et qu'il fallait qu'on prenne une position commune que je vais essayer de vous expliquer en à peu près 15 minutes. Donc, il faut bien se rendre compte de quelque chose, c'est que le méningo B, on ne peut pas faire de vaccin conjugué contre la capsule, le polysaccharide du B, d'une part parce qu'il est très peu immunogène, pardon, et d'autre part, il y a des similitudes avec certains cérébrosides cérébraux qui fait craindre sur des modèles animaux un risque d'atteinte neurologique. Donc, l'idée par la vaccinologie reverse, c'est d'avoir des antigènes sous-capsulaires qui passent quand même à travers la paroi et la capsule et qui sont présentés au système immunitaire. Et par la vaccinologie reverse, le laboratoire en question, GSK, a mis au point un vaccin qui comporte 4 antigènes, en fait, c'est 3 plus l'enveloppe, d'accord, qui permet comme ça d'entraîner une immunité sans toucher à la capsule. Donc, ces antigènes capsulaires, il faut savoir, sont fréquents, présents sur presque toutes les souches. Ils ne sont pas forcément exprimés sur toutes les souches, donc c'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs pour avoir une couverture assez large. Mais on reviendra sur ce point-là tout à l'heure. Ils sont présents aussi dans d'autres sérogroupes. Ce n'est pas qu'un vaccin contre le B. Pour les autres, on a des antigènes capsulaires, mais il y a un certain degré de protection. Et ces antigènes capsulaires, sous-capsulaires, excusez-moi, que vous voyez là, ont été bien identifiés par la vaccinologie reverse et pratiquement 90% des souches de méningo B ont au moins exprimé à leur surface un de ces capsulaires. La deuxième chose qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ce n'est pas l'évolution de l'épidémiologie qui nous a fait prendre cette position. L'évolution de l'épidémiologie, il n'y a pas de grande évolution de l'épidémiologie vis-à-vis du B. Et quand on regarde les chiffres du centre de référence, et je remercie Mohamed Tad de nous avoir prêté ces diapos, on voit que le B, le nombre de cas de B est assez stable dans le temps. On voit bien que le W, il a bien monté, que le C est en train de disparaître du fait de la campagne de vaccination. Ça, vous avez les moins de 1 an. Et voyez aussi le nombre de cas
de méningo B, de méningo de moins de 1 an en France. Et vous avez ici, sur la diapo suivante, le nombre de cas entre 1 an et 4 ans. Et on voit à peu près, ça représente le méningo B, dans la tranche d'âge considérée, représente une centaine de cas par an. C'est pas énorme, mais c'est bien plus que les autres méningos, y compris le C. Ça a toujours été vrai, le méningo B est prédominant. Quand, en 2013, la CTV, le CTV à l'époque, avait recommandé l'absence de recommandations généralisées, ça n'avait souffert d'aucune contestation des sociétés savantes parce qu'on avait juste des données immunologiques et quelques données de tolérance. On n'avait pas de données cliniques et c'est le cas presque tous. Les vaccins contre le méningo, on ne peut pas conduire une étude, vu l'incidence de la maladie, ce n'est pas démontrable par des études cliniques vaccin versus placebo. Donc, on avait des données immunologiques qui ont montré que ça induisait des anticorps bactéricides, mais on n'avait pas de données cliniques. Deuxièmement, on se posait des questions de tolérance parce que ces vaccins sont des vaccins assez réactogènes, ils donnent pas mal de fièvre. D'ailleurs, quand on utilise ces vaccins, on prescrit systématiquement en même temps du paracétamol et il y avait aussi des craintes sur les convulsions fébriles et sur un certain nombre de situations. Et puis, la différence entre 2013 et 2021, c'est qu'en 2021, comme on va le voir, on a des preuves à la fois sur l'efficacité clinique de ces vaccins et à la fois sur la tolérance. Et là, en 2021, il y avait une unanimité, excusez-moi, des sociétés savantes pour dire on n'est pas d'accord avec le maintien de la non-recommandation. Pourquoi? Parce que ce vaccin, maintenant on sait qu'il est sûr et est efficace avec des données anglaises, italiennes, portugaises. On sait que certes, le méningo les infections à méningo B ne sont pas des maladies fréquentes, on vient de dire une centaine de cas par an chez le jeune enfant, mais on va voir que l'incidence dans la petite enfance est 15 à 20 fois supérieure à n'importe quel âge de la vie, et que c'est chez le nourrisson que ce vaccin a indiscutablement sa place, et nous ne plaidons que pour ça, que le poids de la maladie est lourd et sous-estimé en particulier pour les séquelles à long terme. Enfin, ce vaccin accentue les inégalités sociales. Alors, pourquoi on est sûr qu'il est sûr et efficace? C'est parce que les Anglais, comme souvent en termes de vaccinologie, messieurs les Anglais tiraient les premiers et indiscutablement, ils ont tiré les premiers dès 2015 ou 2014, je ne sais plus exactement. Ils ont commencé à vacciner tous les nourrissons avec un taux de couverture vaccinale que vous voyez ici de 92,5% dans la première année et de 87,9% pour le rappel. Et ils ont montré qu'il y avait une baisse assez considérable des infections à méningo B de l'ordre de 75% et avec une efficacité estimée au-delà de 60%. Donc là, on avait la preuve du concept que cette immunogénicité mise en évidence dans les études pré-AMM s'accompagnait d'une efficacité clinique dont on va voir qu'elle s'approche de 80%. Les Italiens ont suivi et, comme vous savez qu'en Italie, les vaccinations ne sont pas des programmes nationaux, mais des programmes régionaux. Ça a été mis en place dans différentes régions italiennes, notamment en Toscane et en Vénétie. En Vénétie, ils avaient choisi de vacciner à partir de 1 an. Et en Toscane, ils avaient décidé de vacciner selon un schéma anglais. Et vous voyez le niveau d'efficacité quand on le fait tôt, qui était autour de 70%. Et quand on le fait plus tard, on perd de l'efficacité, ce n'est pas étonnant. Donc, on avait une fois de preuve de l'efficacité de ce vaccin. Mais là, c'était l'évaluation de programmes vaccinaux. On a mis en place le vaccin et on a jugé de la chute du nombre de cas avec une évaluation d'effectiveness. Et c'est toujours, comme on ne sait jamais très bien comment vont évoluer les épidémies, d'accord, on n'a pas toutes sur l'efficacité du vaccin, mais enfin,
c'est plus difficile d'évaluer l'efficacité précisément. Là, l'étude portugaise est bien plus intéressante parce qu'au Portugal, depuis des années, il faut savoir qu'au Portugal, les vaccins sont assez peu remboursés, mais que les pédiatres portugais, les parents portugais, malgré le non-remboursement des vaccins, vaccinent assez volontiers les enfants. Et là, c'est un vaccin qui est cher, puisqu'il faut se rendre compte que 3 doses de Bexero, quand il est vendu en pharmacie, c'est quand même 80 € la dose, ça fait 240 € le programme vaccinal. Tant pis, au Portugal, même 240 €, alors que le niveau socio-économique est moins élevé qu'en France, les parents de petits-enfants portugais, et c'est vrai aussi pour le Prénard ou pour d'autres choses, vaccinent. Et là, ils sont arrivés à 50% de couverture vaccinale, malgré le non-remboursement, et ça leur a permis de faire des études cas témoins. Et ces études cas témoins, donc là, ne tenant plus compte cette fois de l'évolution des maladies, donnent une efficacité de l'ordre de 80% dès que 2 doses sont réalisées. Donc là encore, on sait maintenant que le niveau d'efficacité qu'on peut attendre de ces vaccins, c'est entre 70 et 80% à travers les études, et même dans une étude cas témoin, sans tenir compte de l'évolution épidémiologique. Alors, ça c'était le premier point. Maintenant, on est sûr de l'efficacité, on est sûr aussi de la tolérance, parce que les Anglais ont vacciné finalement des millions d'enfants sur ces 3-4 dernières années. Pourquoi il faut vacciner les nourrissons? Et ça, j'aime bien cette figure que j'ai empruntée une fois de plus à Mohamed Taha sur, vous voyez en rouge, l'incidence des infections à méningo pour 100 000 habitants. D'accord? Vous voyez que c'est vraiment dans les 2 premières années que le pic est maximum. D'accord? Et vous voyez un deuxième pic de fréquence à l'adolescente, mais qui est quand même bien moindre. Et là, vous avez les portages des méningos, d'ailleurs qu'il s'agisse des méningos B ou des autres. On voit bien que ce n'est pas les plus petits qui ont le portage, hein, ce sont les sujets entre 15 et 25 ans pour lesquels le portage est maximum. Et quand on veut escompter un effet de groupe, c'est bien les adolescents qu'il faut vacciner parce que c'est eux qui portent le plus les bactéries. Comme pour le pneumocoque, c'est les enfants qu'il faut vacciner en priorité, les jeunes. Pour le méningocoque, c'est l'adolescent, si on peut avoir un effet de groupe. D'accord? Mais on va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais enfin, on retient bien que c'est bien chez le nourrisson que ce vaccin a sa place, et l'intention des Anglais, c'était de gommer ce pic d'incidence sur lequel on va revenir. D'accord? Donc, c'est vrai, mais on ne méconnaissait pas dans notre argumentaire l'absence d'effet sur le portage. Contrairement au vaccin conjugué contre le A, contre le C, contre le W et contre l'Y, et ben le méningo B, on va le voir, il n'y a pas d'effet sur le portage. Il y a un effet sur la maladie, sur les infections invasives, mais pas sur le portage. Donc, il n'y a pas d'effet de groupe attendu de cette vaccination. Et deuxièmement, il y avait des incertitudes sur la durée de protection. Et alors que il y a des souches hyperinvasives dans le C et dans le W en particulier, dans le B, il y a peu de souches hyperinvasives. C'est simplement le reflet du portage important de cette bactérie qui donne ça. Alors, comment on sait maintenant qu'il n'y a pas d'effet de portage? Parce qu'il y a une superbe étude qui a été faite en Australie, comportant plus de 24 000 adolescents entre, c'est leur 10e année d'année scolaire, hein, donc ça fait, ils ont plutôt 14-15 ans, jusqu'à 16 ans, où ils ont vacciné, un groupe non vacciné, et on a vu qu'il n'y a aucun effet sur le portage du méningo. D'accord? Donc, pas d'effet sur le portage. Est-ce qu'on a un effet de groupe? C'est difficile. D'accord? Deuxième chose qu'on sait aujourd'hui sur la durée de protection, c'est que la persistance du taux d'anticorps est variable en fonction des antigènes. Ce n'est pas pareil pour les 4 antigènes. C'est variable en fonction de l'âge de la vaccination. Plus c'est jeune,
plus c'est court, et de la répartition des antigènes d'un pays à l'autre. Donc, c'était impossible d'évaluer la durée de protection sur le taux d'anticorps. Ce qu'on sait, c'est qu'en vie réelle, les Anglais ont démontré une efficacité jusqu'à 3 ans. On ne va pas penser qu'elle va s'effondrer d'un coup, mais on a ce taux-là. Donc, quand on vaccine dans la première année de vie, comme il a été fait en Angleterre ou au Portugal ou en Italie, eh ben, on peut escompter au moins une protection jusqu'à 3 ans après. Et la deuxième chose que nous démontrent encore une fois de plus les Anglais, qui sont extrêmement inventifs en termes de vaccination, c'est qu'ils ont essayé d'évaluer l'effet du B sur l'effet du BX0, qui n'est pas qu'un vaccin contre le méningo B, et sur le W. Et indiscutablement, l'implémentation de ce programme a eu un effet aussi chez le W, chez les jeunes enfants. Alors, c'est un petit peu compliqué, comme toujours, quand c'est un programme de vaccination qui est implémenté, il y a ce qu'on prédisait comme cas et ce qui a été observé. Bon, ce qui a été observé, c'est ça. Ce qu'on prédisait comme cas, ça dépend de plusieurs facteurs, d'autant plus que c'est d'autant plus difficile à interpréter qu'ils ont mis en route une vaccination contre la ACYW chez l'adolescent très, très, très tôt, mais quand même, au final, ils ont estimé que le vaccin BEX0 avait prévenu 98 cas sur les moins de 5 ans et qu'il y a eu 114 cas en plus qui doit être la conséquence du programme de vaccination ACYW. Enfin, ce n'est pas étonnant qu'il y ait un effet sur le W parce que le W a autant des 4 antigènes sous-capsulaire que peut l'avoir le B. Donc, ce n'est pas tout à fait étonnant. Alors, donc, c'est sûr, c'est efficace, c'est démontré dans plusieurs pays, c'est bien l'enfant qu'il faut vacciner, mais maintenant, quel est le poids de la maladie? Et là, évaluer le poids de la maladie, quand j'étais plus jeune, on me disait le méningo, c'est simple, ou tu meurs, ou tu guéris complètement. Parce que les séquelles à court terme, en dehors des fulminances, des amputations, des choses que chacun d'entre nous connaît bien, les séquelles à long terme sont en fait beaucoup plus fines que ça et beaucoup plus difficiles. Et en fait, il y a, pour vous donner quelques exemples sur le poids du B par rapport aux autres vaccinations, ça c'est une très très jolie étude faite dans le Grand Ouest par les pédiatres de l'hôpital de Nantes, où ils ont essayé d'évaluer la mortalité et la morbidité liées aux infections communautaires dans le Grand Ouest. D'accord ? Et on voit bien que, là encore, que c'est bien chez le moins de 2 ans que le poids est le plus important de la maladie, bon, avec 13,7 et une mortalité de 1,9, et puis que quand on augmente en âge, et ben ça diminue, mais ça, c'est pas étonnant. La deuxième chose aussi qu'ils ont montré, c'est que c'est bien le méningocoque qui est responsable, même chez les tout-petits, de cette plus grande partie de mortalité et de séjour en réanimation. Vous voyez bien que là, le Neisseria meningitidis, quand on cumule le fulminance et les méningites, eh ben, on voit bien qu'il est là, en avance. Il donne plus de cas que le méningo. Et quand on regarde quel méningo c'est, indiscutablement, c'est le B qui vient en tête. Donc, ce poids est important. Et la deuxième chose que montre cette large cohorte, c'est que les soins non optimaux contribuent sur la mortalité, et ce qui contribue le plus, c'est le retard aux consultations, la sous-évaluation de la sévérité par le médecin qui prend en charge l'enfant et le retard d'antibiothérapie. Mais le troisième facteur qui sort, indépendant des 3 premiers, c'est le patient de moins de 1 an. Non seulement ils sont plus à risque d'infection, mais ça sort comme facteur de gravité avant 1 an. Alors,
le poids, je vous dis, les séquelles à long terme sont largement sous-estimées. Il y a des séquelles neurologiques, orthopédiques, bien entendu, il s'agit des amputations et autres conséquences des fulminances, psychologiques, neurodéveloppementales, et on va voir que ce n'est pas facile à évaluer, évaluable à long terme, et aussi familiales, susceptibles d'avoir une influence majeure sur la qualité de vie du patient et de son entourage. Et, et pour ça, il y a une revue systématique de la littérature qui est assez récente, qui a essayé de voir à quel moment il fallait se placer pour évaluer au mieux ces séquelles en termes d'intelligence, de retard scolaire, de fonction exécutive, de mémoire, etc. Et on voit qu'il faut se mettre très, très, très à distance si on veut apprécier l'ensemble de ces données, notamment un sujet qui nous préoccupe beaucoup en pédiatrie, c'est les problèmes d'apprentissage et les déficits de l'attention dont on sait qu'ils sont plus fréquents dans ces populations. Et dans la littérature, maintenant, il y a plusieurs papiers qui ont essayé d'évaluer ça. Aucune étude n'est parfaite, je ne vais pas vous faire le tour de toutes ces études, mais enfin, si on regarde l'ensemble de ces études, on voit que le poids du méningocoque, ça ne se résume pas à je sors de réa, je n'ai pas de séquelles immédiates, je vais aller bien après. Ce n'est pas tout à fait vrai, il y a des séquelles à distance qui sont maintenant bien identifiées. Le dernier point, ce que je voudrais insister, c'est là, et puis je vais raccourcir sur le reste des diapos parce que je vois que j'arrive pas loin de 20 minutes, d'accord? C'est les inégalités sociales, d'accord? Les inégalités sociales, ça a été pas tout à fait une surprise, c'est qu'il y a une étude donc, qui a montré que le risque de méningo est plus important dans les familles qui avaient la CMU en France, d'accord, qui est quand même un certain reflet d'un niveau de revenus plus faible. Et là, vous voyez qu'avant un an, le risque de méningo, essentiellement B, est multiplié par 4,81. Et quand je vous ai dit le coût du vaccin tout à l'heure, aujourd'hui, tel qu'il est disponible en pharmacie, il n'est évidemment pas applicable, pas proposable à ce type de famille. Non. Donc, cette inégalité sociale, c'est pour nous, comme pédiatre de première ligne, moi je vous dis plusieurs fois, maintenant ça rentre dans mon calendrier vaccinal, je propose aux familles, et puis de temps en temps, quand j'ai l'impression de voir une famille qui a la CMU ou dont moi j'évalue que probablement c'est 240 € le schéma vaccinal, ça va être dur, ben, je ne le propose pas, et de temps en temps de voir la moment où le papa me dit mais vous avez proposé le méningo B à mon cousin, parce que je ne sais pas qui est les cousins de qui quand je vois des gens en consultation, et ben je vous assure, c'est une police que je n'ai pas envie de faire. Je n'ai pas envie de décider, moi, à qui je vais avoir le courage de proposer, et ceux à qui je... Parce que c'est cher et c'est pas de courage, je trouve que c'est pas bien. D'accord? Alors, c'est réserver la prévention d'une maladie grave, imprévisible, dont le diagnostic est difficile, contre lesquelles il existe un vaccin efficace qui touche encore les familles les moins aisées, ça nous paraît ni éthique ni acceptable. D'accord? Et donc, on a pris position, à la fois les infectiologues et les pédiatres, de dire que il faut proposer ce vaccin. Certes, on conçoit bien qu'en période de pandémie Covid, où les gens ont tout à fait autre chose à faire que penser aux méningites, d'autant plus qu'on va voir que l'incidence de ces maladies a énormément chuté en 2020 et 2021 à cause des mesures barrières que nous prenons, d'accord ? Ça pose problème. Et en plus, il y a le problème de la discussion de l'obligation et des recommandations, parce que les vaccins du tout petit maintenant sont tous obligatoires. Passer un statut de nouveau d'obligation et de recommandation, on reconnaît que ce n'est pas simple, mais
néanmoins, il faut qu'on avance, en tout cas pour le décours de l'épidémie. Alors, je vais passer très vite sur ces diapos pour arriver à la dernière diapo, les deux dernières pour vous dire l'impact de la COVID-19, en tout cas du confinement, sur les vaccins à méningo. Ben, ça a énormément chuté. Ça a énormément chuté en France au moment du confinement, mais ça réduit comme ça dans tous les pays, hein. Ça, c'est la courbe. Quand on s'est mis à confiner dans les pays, ça réduit. Et aujourd'hui, les infections restent basses, mais on craint un rebond parce que c'est comme ça va se faire ça. Ce risque de remonter. Bon, alors voilà. Donc, voilà, moi, c'est le calendrier vaccinal que je propose à mes parents. Ben, ils ont un bec 0 entre 2 et 3 mois. Ils ont un bec 0 entre 4 et 5. Ils ont un bec 0 et un CY à 12 mois, mais bien sûr, et un bec 0 et un CYW à 11-14 ans, mais on peut avoir des schémas plus compliqués. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vaccination du méningo B du petit enfant, et après on laissera la place aux questions. Et je pense que je suis arrivé à mon temps de parole. Merci, Merci, je professeur m'arrête Cohen. de Oui, partager pour laisser M. Hansmann pouvoir présenter ses diapos derrière. merci encore, professeur Cohen, pour votre présentation. Nous allons passer effectivement sur la présentation du professeur Hansmann. Merci, professeur Hansmann, de nous avoir rejoints pour cette deuxième partie de points sur l'infectiologie. Et avec vous, du coup, nous allons faire un point sur la maladie de Lyme. Quoi de neuf, qui est une vaste question pour cette maladie. Donc, professeur Hansmann, vous êtes chef du service des maladies infectieuses au CHU de Strasbourg, médecin infectiologue, pathologie infectieuse tropicale, clinique et biologique. Et vous avez publié très largement sur cette maladie de Lyme. Donc, on est très heureux de vous avoir avec nous pour nous en parler un peu plus. Donc, je vais arrêter de partager mon écran pour vous laisser la main. Merci à vous. Merci à vous. Donc effectivement, je vais vous parler de maladie de Lyme, hein. C'est un sujet qui est aussi saisonnier que la Covid, j'allais dire, puisqu'à chaque printemps, on a des nouvelles vagues. Bien sûr, c'est pas le même contexte, donc cette maladie fait beaucoup parler d'elle, et donc c'est vrai que c'est bien de refaire un petit peu le point pour qu'on puisse savoir un petit peu les nouveautés concernant cette infection. Alors très rapidement, comme la thématique c'est quoi de neuf, je vous propose de prendre différents éléments de cette maladie de Lyme et de focaliser sur quelques éléments nouveaux, ce qui permet de balayer un petit peu l'ensemble des données telles qu'on les a sur cette maladie. Alors tout d'abord, un petit mot épidémiologique, puisque c'est une maladie, comme j'avais dit, qui fait pas mal parler d'elle, pas que dans les sphères médicales, mais également dans les sphères grand public. Et quand on reprend un petit peu pour introduire le sujet, l'enquête Baromètre Santé qui date de 2018, mais qui est quand même assez juste, on se rend compte que, disons, il y a une majorité de la population générale qui a déjà entendu parler de la maladie de Lyme, puisqu'il n'y a qu'un tiers ou un peu plus d'un tiers qui ne connaît pas cette maladie. Mais ce qui me paraît extrêmement important, c'est de voir que cette maladie est perçue de façon extrêmement inquiétante, voire même angoissante, puisqu'elle fait peur, puisque les patients, les sujets, quand on les interroge, dans leur grande majorité des cas, identifient cette maladie, une fois qu'ils en ont entendu parler, comme une maladie très grave ou assez grave. Vous voyez que ça représente l'énorme majorité, ce qui n'est peut-être pas tout à fait notre perception sur le plan médical. Alors, quand on parle de maladie de Lyme, hein, on parle évidemment de tiques et on parle de maladie elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur l'évolution épidémiologique de l'un et de l'autre? Si on regarde sur les tiques, il y a des enquêtes qui sont faites régulièrement. C'est assez difficile puisque l'évolution des populations de tiques est extrêmement variable d'un endroit à l'autre, de la météo, d'une année sur l'autre. Quand on regarde un petit peu le travail qui est fait par le CNR des Borrelia à Strasbourg, on voit que vous avez ici les différentes données. Évidemment, ces tiques, elles sont surtout présentes au printemps. Donc en ce moment, vous voyez que le mois de mai est le mois où on a le plus de tiques, hein, le plus d'exposition au risque de piqûre de tiques. Et chaque courbe représente une année. L'année 2021, évidemment, on n'a pas encore les données, mais si on regarde sur les différentes années, c'est assez variable d'une année sur l'autre et c'est très difficile, disons, d'identifier une évolution année après année. On a quand même globalement une impression que ces tiques sont devenues vraiment
des acariens qu'on va rencontrer très facilement et probablement plus facilement qu'il y a quelques années ou plutôt quelques dizaines d'années. Elles sont vraiment devenues des hôtes de notre quotidien quand on va se promener en forêt, mais il est très difficile d'avoir une idée précise de l'évolution de cette population de tiques. Par contre, sur le plan de l'épidémiologie de la maladie elle-même, elle fait l'objet donc d'une surveillance par l'intermédiaire du réseau Sentinelle, qui identifie maintenant depuis un peu plus de 10 ans, depuis 2009, le taux d'incidence sur des déclarations, sur des critères extrêmement précis, qui sont faits donc par les médecins généralistes en médecine libérale. Et on voit qu'après une période, on va dire, de stabilité, depuis 2016, on voit une augmentation globale. Alors, ce n'est pas une augmentation qui est aussi qui est impressionnante, où on a des hauts et des bas, mais globalement, quand on voit l'incidence entre 2009, on était à peu près à 40 pour 100 000, et les incidences de 2019, on est à peu près presque à 80 pour 100 000, on peut dire que quand même, globalement, il y a une augmentation significative de l'incidence de cette maladie. On n'a pas encore les données de 2020 qui sont en train d'être consolidées, mais qui semblent confirmer cette tendance à l'augmentation. Donc voilà les données, on va dire, actualisées sur le plan épidémiologique. Alors un petit point sur le plan épidémiologique qui est une connaissance un petit peu plus récente, mais qu'on connaît depuis quelque temps, mais qui se confirme de plus en plus, c'est l'exposition à ce risque n'est pas seulement liée au séjour ou aux promenades en forêt dans des endroits très, très exposants, mais vous voyez que dès l'enquête alsacien qu'on avait faite en Alsace il y a maintenant un peu plus de 5 ans, on avait identifié le jardin, qu'il soit public ou privé, comme un lieu où l'exposition est réelle. Et là, on comprend pourquoi cette infection s'invite chez les personnes très facilement sans qu'ils aient l'impression d'avoir été exposés. Donc, le jardin est un endroit où les tiques sont présentes et elles peuvent transmettre cette maladie de Lyme. Alors, si on regarde un petit peu concernant symptômes diagnostiques, il n'y a évidemment pas grand-chose de neuf, mais je pense que c'est intéressant de reprendre et d'avoir un petit peu cette vision globale de la maladie telle qu'elle est exprimée ici, avec une dénomination qui a un petit peu évolué, puisqu'on définit maintenant les phases en phase localisée qui correspond à l'érythème migrant, qui survient en gros entre J7, alors c'est pas forcément J7, ça peut venir un petit peu avant, donc J7 après la piqûre de tique jusqu'à J30 après la piqûre de tique, et on décrit après cette phase localisée, quand elle n'est pas traitée évidemment, deux phases qui sont les phases disséminées précoces qui survient dans les 6 premiers mois avec les signes articulaires et neurologiques que je vais un petit peu détailler, et la phase disséminée tardive qui, elle, va également concerner les atteintes articulaires et neurologiques, mais également les formes cutanées tardives, avec ici les différents moyens d'aborder le diagnostic, avec évidemment la sérologie qui est intéressante, mais qui va surtout être significative après la 6e semaine, puisqu'il faut du temps pour que les anticorps apparaissent, et c'est un point extrêmement important. Donc vous voyez que sur le plan du diagnostic, le diagnostic est avant tout clinique dans la phase localisée précoce, et elle devient tout doucement sérologique, en tout cas clinique plus sérologique, à partir de la phase disséminée précoce. Donc le diagnostic dépend du stade de l'infection. Je rappelle cet élément qui est extrêmement important. Phase primaire, diagnostic clinique, la sérologie est inutile. Phase secondaire, tertiaire ou disséminée, la clinique nous donne une hypothèse et la confirmation va s'appuyer sur la sérologie. Alors pour revenir un petit peu aux neuroborrélioses, en faisant l'écho des recommandations des sociétés savantes qui ont été publiées en 2019 et qui permettent pour ces différents éléments cliniques de hiérarchiser un petit peu la valeur diagnostique des symptômes. Et je pense que c'est un point qui est extrêmement important, avec l'identification de symptômes typiques de la neuroborréliose qui sont les méningoradiculites et la paralysie faciale. C'est donc une irritation des racines nerveuses avec les signes cliniques qui sont en conséquence avec des douleurs, des neuropathies qui sont assez typiques de ces radiculites. Et puis toute une autre série de symptômes cliniques ou de tableaux cliniques qui sont, eux, beaucoup moins typiques de la maladie de Lyme, qui peuvent faire l'évoquer, mais qui sont en général pas typiques ou pas spécifiques de cette maladie-là. Donc ça, c'était une classification qui me paraît importante, qui permet de cibler ou d'identifier les situations où il faut demander une sérologie comme méningoradiculite, paralysie faciale, des situations où la démarche diagnostique où on envisage l'hypothèse de maladie de Lyme est beaucoup moins systématique et peut être évoquée, mais uniquement quand on a éliminé d'autres causes plus spécifiques de ces tableaux neurologiques. On retient comme critère diagnostic de la neuroborréliose dans les recos de 2019, premièrement des symptômes compatibles avec une neuroborréliose, c'est-à-dire paralysie faciale ou méningoradiculite,
sans autres explications par ailleurs. Et on retient comme critère diagnostique l'existence d'une pléiocytose, qui est un élément extrêmement important, donc une ponction lombaire. Et dans cette ponction lombaire, on va rechercher une synthèse intrathécale d'anticorps anti-Borrelia qui va permettre, avec la pléiocytose, donc la méningite lymphocytaire, d'affirmer notre diagnostic de neuroborréliose. Ce sont vraiment ces critères-là qu'on demande. En dehors de ces critères-là, on aura toujours un doute sur le diagnostic. Si on regarde par rapport aux borrélioses articulaires, on a la même hiérarchisation avec la valeur diagnostique des différents symptômes et on identifie aussi un tableau spécifique qui est la monoarthrite ou l'oligoarthrite des grosses articulations, donc un caractère inflammatoire, ça c'est très important, et une particularité puisque cette maladie de Lyme concerne presque exclusivement les grosses articulations, genoux, chevilles, hanches ou épaules, coudes, poignet, mais avant tout le genou. Donc plus de 80% des cas, c'est le genou. Et les autres douleurs, même quand elles ont des caractéristiques inflammatoires, ne sont pas des douleurs spécifiques de la maladie de Lyme et donc peuvent orienter également vers des diagnostics différentiels. Et c'est pour ça qu'on propose comme algorithme, c'est un petit peu complexe ici parce qu'il y a beaucoup d'éléments, mais un algorithme où on est face à une monoarthrite et une oligoarthrite, on va faire l'analyse clinique pour orienter le diagnostic, l'analyse biologique avec la ponction articulaire pour confirmer le caractère inflammatoire et éliminer évidemment les diagnostics différentiels. Et quand on a un profil compatible avec une arthrite de Lyme, c'est-à-dire pas une arthrite septique liée à du staph ou à d'autres bactéries, à ce moment-là, on va faire la sérologie. Si la sérologie est négative, on élimine le diagnostic. Si elle est positive, on peut confirmer le diagnostic. Alors, il est intéressant de faire des PCR borréliens dans le liquide articulaire. Ce n'est pas à la portée de tous les laboratoires, mais c'est probablement quelque chose qui aura, on l'espère en tout cas, vocation à être fait de plus en plus souvent dans le futur et qui permet là également d'affirmer le diagnostic. Alors évidemment, borréliose de Lyme, les tests diagnostiques, c'est un point qui est très important. C'est probablement l'un des points qui est les plus discutés autour de la borréliose de Lyme, puisque les tests diagnostiques ont fait l'objet de pas mal de critiques ces derniers temps. Donc je vous remets ce tableau qui est issu des recommandations des sociétés savantes de 2019, où on voit l'intérêt des tests sérologiques, PCR ou les autres examens en fonction du stade. Et c'est ça qui est le plus important à comprendre, c'est que l'aide sérologique ou l'aide microbiologique, si vous voulez, ne s'interprète que en fonction du stade. Et ce qui est très important, c'est de voir que dans les stades précoces, en particulier l'érythème migrant, la neuroborréliose précoce, dans ces stades-là, la sensibilité des tests ELISA, donc de la sérologie, est évidemment beaucoup moins bonne, raison pour laquelle cette sérologie n'est pas exigée pour l'érythème migrant, même elle n'est pas demandée. Mais plus on avance dans l'âge de la maladie, donc plus on va vers les 6 mois, voire au-delà des 6 mois, donc dans les formes tardives, qu'elles soient neurologiques ou articulaires, vous voyez que la sensibilité de la sérologie est extrêmement intéressante, avec des sensibilités qui peuvent arriver jusqu'à pratiquement 99% dans les formes très tardives. Et ça, c'est un point qui est très intéressant. Bien sûr, si on peut faire de la PCR, c'est toujours intéressant, mais là, on est au-delà de la routine, mais ça peut être une aide très, très intéressante pour confirmer un diagnostic. Alors évidemment, il y a beaucoup de discussions également sur l'intérêt ou la place du Western blot, qui est donc un test qui va confirmer le test ELISA. Pour ceux qui s'intéressent à la question, le Centre national de référence a mis à disposition sur son site l'évaluation des différentes trousses de Western blot, et on voit qu'il y a effectivement d'une trousse à l'autre des variations qui dépendent des labos, avec des inégalités d'une trousse à l'autre. Et c'est un des problèmes, le Western blot n'est pas toujours extrêmement reproductif, mais de plus en plus, on a des trousses qui sont utilisées, qui sont de plus en plus performantes, avec des sensibilités et surtout des spécificités qui sont excellentes, puisque c'est ça qu'on va demander au Western blot, de confirmer l'ELISA, qui peut parfois manquer de spécificité, c'est-à-dire de confirmer un positif en ELISA pour éliminer ce qu'on appelle les faux positifs. Donc Western blot qui vient en complément du résultat du test ELISA. Alors un petit point sur la valeur des tests allemands. Je n'ai pas pu m'empêcher d'en parler parce que quand je dis test allemand, mais c'est beaucoup d'autres tests, c'est juste pour dire que il y a beaucoup de tests qui existent, qui ne sont pas des sérologies, qui se veulent être des tests performants, mais qui sont des très mauvais tests. Le pire, c'est ce test-là, qui est le test du frottis sanguin, qui a été évalué, qui a montré, comme je vous le montre ici, qui n'a strictement aucun intérêt, puisqu'il est même plus souvent positif dans un groupe de population témoin que dans un groupe de population réellement infectée. Ce sont des tests qui sont clairement à jeter à la poubelle, et beaucoup de laboratoires allemands fonctionnent
disons, table sur ce profit commercial, il faut le dire, pour faire fonctionner leur laboratoire, mais c'est vraiment pas à proposer à nos patients, puisque ça va les perdre complètement dans une démarche diagnostique qui est parfois assez difficile. Alors, un petit mot sur le traitement. Il n'y a pas grand-chose de neuf, mais on peut quand même mettre en évidence certains éléments qui sont plus importants que d'autres. Là, j'ai également repris les tableaux tels qu'ils sont présentés dans les recommandations des sociétés savantes de 2019, hein, avec des traitements dans les formes primaires qui sont toujours les mêmes, c'est doxy ou amoxicilline, mais on propose la doxycycline en première intention. Ça permet, disons, dans une forme primaire, donc dans un érythème migrant qui est peut-être un petit peu avancé, ben, d'avoir la sécurité d'emploi de la doxycycline qui a montré également son efficacité sur les formes disséminées. Donc, doxycycline en première ligne avec les doses standards de 100 mg chez l'enfant et une durée standard de 14 jours. Dans les neuroborrélioses, là également, la doxycycline est positionnée en première intention puisqu'elle a montré son équivalence en termes d'efficacité par rapport à la ceftriaxone. Et là, on va mettre en avant, disons, la simplicité du traitement par voie orale, avec quand même quelques restrictions, en particulier quand il y a une atteinte du système nerveux central, où là, la doxycycline est peut-être moins a peut-être moins fait l'épreuve que la ceftriaxone, ou alors en augmentant la posologie, sachant que là, on touche à une proposition pour laquelle on a relativement peu de données cliniques qui permettent de la proposer, mais on peut aller jusqu'à 2 fois 200 mg pour la doxycycline, ou alors garder la ceftriaxone à 2 grammes par jour, sur des durées de 14 jours pour les formes précoces, ou de 21 jours pour les formes plus tardives. Et enfin, pour les formes articulaires, là également, la doxycycline est toujours en première ligne, avec des durées de traitement légèrement plus longues, parce qu'on là, on propose souvent 28 jours. Il faut savoir que les formes articulaires sont plus volontiers des formes très tardives par rapport aux formes neurologiques. C'est pour ça qu'on a l'habitude de traiter un petit peu plus longtemps et avec des réponses au traitement qui sont souvent un petit peu plus difficiles à obtenir. Et puis bien sûr, pour finir ma présentation, un petit mot sur les formes chroniques avec un point de suspension, parce que c'est toujours extrêmement difficile d'aborder ce sujet-là. Mais quoi de neuf sur les formes chroniques? Alors il y a des études qui sont publiées, qui permettent de voir un petit peu. Alors je vous ai proposé cette étude, on va dire de qualité méthodologique intéressante sans plus, hein, je veux dire, je ne veux pas être trop critique, mais qui permet de donner une idée de ce que représentent ces post-Lyme disease, hein, que les Américains appellent les PTLDS, donc qui sont des patients qui ont fait une maladie de Lyme et qui gardent des symptômes. Et on voit extrêmement bien sur cette présentation que quand on compare ces post-Lyme disease à des dépressions ou à des syndromes de post-traumatiques, enfin de post-trauma crânien, on a des signes neurologiques qui sont à peu près équivalents dans ces trois catégories, des signes neuropsychiatriques, une fatigue également qui est présente. Donc, on voit bien que le profil est assez proche de ces syndromes post-traumatiques ou de ces syndromes dépressifs. Évidemment, ce qui manque, c'est qu'on n'a pas de comparaison par rapport à des tableaux qui seraient en dehors de la maladie de Lyme et qui seraient un petit peu ce qu'on retrouve dans les tableaux de symptomatologie somatique persistante, ce qu'on peut appeler de façon plus large tableau fibromyalgique ou syndrome de fatigue chronique. Donc on a un tableau comme ça qui est assez équivalent à ce qui est décrit dans d'autres situations proches. Alors de même, hein, si on veut un petit peu rajouter de la technicité, ce qui est intéressant, on a de plus en plus maintenant d'accès à des éléments qui permettent d'identifier avec des scanners fonctionnels, des PET scans fonctionnels, d'identifier le fonctionnement cérébral. On a effectivement chez ces patients qui ont des post-Lyme disease des dysfonctionnements qui sont identifiables sur les PET scans fonctionnels, mais on a des dysfonctionnements assez proches sur des études qui s'intéressent aux atrophies chez les patients qui ont eu des traumatismes crâniens répétés. Donc là encore, très difficile de faire la part des choses. Que revient-il à la piqûre de tique elle-même ou au tableau global? C'est très difficile de se faire une opinion. Et puis pour finir, cette étude évidemment qui est maintenant un petit peu plus ancienne, 2016, qui montrait que entre différents traitements qu'on peut proposer entre la doxy, l'association clarithromycine, hydroxychloroquine et placebo, il n'y a aucune différence significative en termes d'échelle de qualité de vie. Cette étude a été, ils sont allés un peu plus loin, ils ont appliqué des scores cognitifs avec une publication plus récente et ils montrent clairement que quel que soit le traitement proposé, les scores cognitifs à 40 semaines sont identiques, qu'on prenne du placebo ou un traitement antibiotique dans cette population de patients avec des post-Lyme disease. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir pour arriver un petit peu au terme de ma présentation? Je crois que par rapport à ces maladies de Lyme chroniques, ce qui est important, c'est de faire référence à
la bienveillance de la médecine. Je pense qu'on peut rapprocher un petit peu la démarche qu'on peut avoir face aux patients de ce qu'on appelle les entretiens motivationnels, qui sont basés beaucoup sur l'empathie qu'on peut avoir par rapport aux patients. Je crois que c'est un point qui est important et qui est déjà une première étape de la proposition thérapeutique. Et ce point, pour ceux qui veulent aller plus loin, également clairement été développé dans les recommandations des sociétés savantes de 2019, sociétés savantes puisqu'on a eu l'aide de nos amis internistes, psychiatres également, et de toutes les personnes, rhumatologues également, qui s'intéressent à ce genre de pathologie, où il est très important d'écouter le patient, d'analyser avec précision, bienveillance ses symptômes pour vraiment faire une analyse, pour faire la part des choses entre ce qui revient à un diagnostic différentiel ou éventuellement à une manifestation liée à la maladie de Lyme, et ne pas faire le raccourci, c'est dans votre tête que ça se passe, ne pas surinvestir non plus, parce que ça suscite également de l'inquiétude. Plus on propose des traitements, ou plus on propose des examens complémentaires, et plus le patient va se projeter sur cette maladie, même si ce n'est pas le bon diagnostic. Donc il faut vraiment avoir cette notion de faire ça avec tact, on va dire, et bienveillance pour les patients. Et puis un petit mot sur les centres de référence des maladies vectorielles lactiques qui ont donc été mis en place il y a maintenant un petit peu plus d'1 an. Ces centres ont justement pour mission de prendre en charge des patients complexes pour lesquels le diagnostic est difficile ou pour lesquels se posent des problèmes thérapeutiques. 5 centres ont été identifiés pour avoir un maillage territorial, et chaque centre va s'appuyer sur des centres de compétences. Donc ça permet, disons, d'avoir un accès pour chaque patient à un centre hospitalier de proximité dans lequel il trouvera autant que possible une réponse à des situations un petit peu difficiles. Ces centres de référence ont également pour mission d'animer un petit peu la pédagogie, de faire de l'information, de faire de la communication dans son territoire et de développer des axes de recherche. Donc, ce sont des centres qui vont monter en puissance encore dans les années à venir. Un petit mot sur le vaccin, sans rentrer dans le détail, je regarde un petit peu mon timing. Sans rentrer dans le détail, mais il faut quand même en parler, puisqu'il y a des choses qui vont probablement bouger. Il y a beaucoup d'antigènes qui sont candidats par rapport à la vaccination. Celui qui est le plus proche, c'est probablement l'OSPA, qui est une des antigènes de surface extrêmement important pour la bactérie, pour le développement et en particulier la transmission de Borrelia de la tique vers l'hôte. Et évidemment, cette OSPA a fait l'objet de déjà plusieurs vaccinations, mais certains laboratoires comme Valneva et Pfizer en commun vont développer, en tout cas on en est au stade des recherches cliniques, des études, des essais thérapeutiques. Et si ces essais thérapeutiques sont concluants, on aura peut-être la possibilité d'avoir un vaccin. Alors ça ne va pas aller aussi vite qu'avec la Covid, hein, ça c'est clair, mais on aura la possibilité dans les années à venir peut-être d'avoir un vaccin si l'efficacité se confirme. Et puis une petite question, hein, parce que si on parle de maladie de Lyme, vous avez vu que je parlais de centre de référence MVT, donc maladie vectorielle lactique. Il y a d'autres maladies vectorielles lactiques qui sortent de la maladie de Lyme qu'il est important de connaître. Alors, je ne sais pas quel est votre diagnostic. Vous avez ici une tique, c'est le même enfant qui a piqué dans le cuir chevelu, et quelques jours après, vous avez cette lésion-là. Alors, quand je parle d'enfant, je vois M. Cohen qui s'intéresse. Et cette lésion-là, qui est une ulcération du cuir chevelu, je ne sais pas si vous savez le diagnostic, c'est en fait une rickettsiose de type Tibola, qui est transmise par d'autres tiques qui sont les dermacentor, que les ixodes qui sont les vecteurs de la maladie de Lyme. Mais les ixodes transmettent également des méningoencéphalitatiques. C'est également de l'actualité, puisque cette maladie est maintenant à déclaration obligatoire en France, avec un cluster qui a eu lieu dans l'Ain. En général, c'était associé vraiment à l'est de la France, Alsace, éventuellement Lorraine, mais on sait qu'il y en a de plus en plus en Savoie et dans l'Ain, avec un cluster qui a lieu suite à la consommation de lait cru. Donc 2 modes de transmission, lait cru ou tique, maladie à déclaration obligatoire et vaccination efficace. Et donc ça, c'est un point qui est important. Et puis d'autres maladies encore transmises par les tiques, comme l'anaplasmose qui donne de la fièvre, des cytopénies, comme la tularemie. Ça, c'est une image de tularemie toute récente qui date d'il y a 15 jours chez nous. La babésiose, qui est une parasitose qui donne de la fièvre, en particulier chez sujets immunodéprimés, mais très peu de problèmes et surtout pas de forme chronique chez le patient immunocompétent. Donc beaucoup d'autres MVT et donc encore beaucoup d'autres choses à dire ou à discuter sur les maladies vectorielles lactiques, et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Hansmann. Merci pour cette jolie photo aussi. Voilà, faut continuer à se promener sans paniquer par rapport au risque des piqûres de tique.
Et puis c'est maintenant l'approche des beaux jours, et puis on peut commencer à ressortir un petit peu aussi. Du coup, on arrive bientôt au terme de la présentation, mais on a un petit temps d'échange. Le professeur Stahl nous a rejoint aussi pour ce moment. J'ai une première question, j'ai une question qui est tombée dans le chat justement, et je peux donner la parole à la personne qui l'a posée, si elle veut bien la poser de vive voix sur la neuroboréose. Il s'agit de Cécile Lebrun. Alors, laissez-moi vous permettre de parler si vous souhaitez poser votre question en direct au professeur Hansmann, puisque c'est une question sur la maladie de Lyme. J'ai activé votre son. Bonjour, hein, vous m'entendez? Bonjour, oui, on vous entend très bien. Oui, bonjour, je vous remercie pour votre présentation. Moi, du coup, je suis biologiste au CHU de Tours. Du coup, j'avais une petite question sur la sérologie. Est-ce que vous pensez qu'une sérologie sanguine négative, en fait, permet d'exclure une neuroboréliose, ou est-ce qu'on ne peut pas se passer, en fait, de la faire quand même dans le liquide céphalorachidien? Et deuxièmement, est-ce que vous voyez de temps en temps des neuroborélioses sans hyperleucocytose dans le LCR? Est-ce que c'est possible de pas du tout avoir de réaction méningée? Alors oui, à la deuxième question, malheureusement, on est obligé de dire oui, on en voit régulièrement. Alors c'est vrai qu'on a toujours parfois une petite incertitude diagnostique, mais c'est vrai qu'on voit quand même ça nous arrive assez souvent d'avoir des patients qui ont un tableau assez évocateur, qui ont une sérologie positive, qui ont une synthèse intrathécale, mais à qui il manque effectivement la présence de lymphocytes dans le LCR, donc sans méningite. Donc je pense que cette étude ne permet pas d'exclure le diagnostic de neuroboréliose. On peut avoir des neuroborélias sans réaction méningée cellulaire. Pour la première question, elle est effectivement, elle est aussi très importante, très pertinente, parce que on a effectivement assez souvent, surtout pour les neuroborélioses, des formes très précoces. La paralysie faciale, on est typique parce que la paralysie faciale est une manifestation très impressionnante. En général, les patients viennent très rapidement chez leur médecin et on a ce piège diagnostique que quand on est dans une phase assez précoce, c'est-à-dire quand on est à moins de 6 semaines de la piqûre du tic, ce qui arrive avec la paralysie faciale ou avec d'autres formes de neuroboréliose, et à ce moment-là, la sérologie peut être prise en défaut. Donc, quand on a un contexte assez évocateur, on prend l'habitude effectivement de faire quand même la ponction lombaire et d'aller, parce que dans la PL, les anticorps sont là de façon un petit peu plus précoce, voire au pire de refaire un test sérologique quelques semaines plus tard pour voir si on n'a pas loupé une neuroboréliose précoce. Par contre, quand on a une histoire clinique qui est ancienne, qui évolue avec des symptômes qui évoluent depuis, on va dire, plusieurs semaines, avec plusieurs semaines de recul, le fait d'avoir une sérologie négative permet effectivement d'exclure une maladie de Lyme avec un degré de certitude assez important. On n'est peut-être pas à 100%, mais on est très proche des 100%. D'accord. Donc, en fait, il faut vraiment interroger sur la piqûre de tic, quand est-ce qu'elle a eu lieu, enfin, si on arrive à s'en souvenir, quoi, parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui va déterminer si c'est une forme un peu chronique qui dure depuis longtemps ou si c'est une forme précoce. Tout simplement la durée des symptômes. Hein, c'est-à-dire que ouais, juste les symptômes, d'accord. Quelques jours, on va vraiment se méfier d'une sérologie qui peut être faussement négative. Par contre, quand on a des symptômes cliniques qui évoluent, on va dire, depuis plus de 3-4 semaines, là, on est tranquille. Si la sérologie est négative, on va vraiment orienter le diagnostic vers autre chose. D'accord. Et juste la paralysie faciale, si on a vraiment un diagnostic évocateur, on a la piqûre de tic et la paralysie faciale qui survient très rapidement après, 15 jours, 3 semaines, vous faites quand même une ponction lombaire ou pas? Parce que du coup, là, on peut quand même se passer d'une ponction lombaire, non? Je sais pas. Oui, alors c'est une discussion qu'on oui, on peut, disons, si on est sûr du diagnostic, on peut éventuellement se passer de ponction lombaire, mais c'est vrai, c'est justement dans ces situations-là, alors si on a un tableau de paralysie faciale avec une sérologie positive et un contexte évocateur, je pense qu'on peut se passer de ponction lombaire. Mais c'est quand on n'a pas tout l'ensemble qu'on va faire la ponction lombaire pour récupérer d'autres informations, d'autres arguments pour faire le diagnostic. Et voilà, donc c'est très discuté. C'est vrai que la ponction lombaire est un geste qui est assez invasif, mais qui est assez souvent celui qui permet de rectifier le diagnostic. Donc, on a quand même la PL assez facile, même si effectivement, on ne la fait pas de façon systématique. Ouais, non, mais c'est sûr qu'on aime bien poser le diagnostic de manière claire. Je comprends bien. Je vous remercie en tout cas pour les réponses à mes questions. Merci pour votre question. Merci à vous. Du coup, je ne vois pas d'autres questions tout de suite dans les médias dans le chat, mais j'aimerais bien passer la main au professeur Stahl pour poser une question au professeur Cohen. Sachant que, professeur Cohen, vous avez présenté à la fin de votre présentation que les infections étaient vraiment en diminution là, avec cette période de confinement, mais qu'on pourrait voir un rebond pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Je pense que vous êtes en muet. Il faut juste réouvrir. Ça y est. Donc, d'une façon générale, on s'est aperçu que énormément d'infections pédiatriques avaient réduit pendant le confinement et même au décours du confinement parce que on a pris un certain nombre de mesures d'hygiène accompagnées et les gens ont pris des habitudes qui fait qu'un nombre considérable de maladies a réduit de fréquence. Or, certaines de ces maladies sont quasiment obligatoires dans les 3 premières années de vie. Par exemple, si on prend l'exemple du VRS, le VRS a quasiment disparu d'Australie au moment du pic épidémique parce qu'ils ont pris des mesures. Et puis alors, en plein été austral, c'est monté d'un seul coup et de façon très, très rapide et de façon très importante. Ça veut dire qu'on a besoin, pour se protéger, par exemple, du VRS ou de la varicelle ou même d'autres virus, de ce contact. Quand il y a des vaccins, c'est bien, quand il n'y en a pas. Alors, pour les maladies bactériennes, c'est presque la même chose. Pourquoi ? Parce que tous les enfants, par exemple, vont se contaminer avec le pneumocoque avec les différents sérotypes de pneumocoque dans les 2 ou 3 premières années de vie. Cette immunisation va les protéger sans maladie pour la plupart, et puis pour un certain nombre d'entre eux, ils vont se payer une maladie pour se protéger. Quand il y a des vaccins, c'est très bien, mais quand il n'y a pas de vaccin, eh ben, cette immunisation par le portage est absolument nécessaire. Et en particulier pour beaucoup de bactéries qui ont comme seul réservoir l'espèce humaine. Je pense au pneumocoque, je pense au méningocoque et je pense aussi au streptoa. On a eu une baisse considérable de toutes ces pathologies liées à ça. Et les enfants ne se sont pas immunisés. Donc, quand on va lever nos mesures d'hygiène, parce qu'il va bien falloir les lever, et on est très content de devoir les lever, toute cette immunité de groupe qui ne s'est pas constituée pour les pneumocoques, pour les méningocoques ou pour les streptoa, va se traduire par probablement, je ne regarde pas dans une boule de cristal, il y a un risque que ces pathologies remontent très, très brutalement à l'arrêt des mesures d'hygiène. Et ça, on est inquiet pour le méningocoque aussi pour ça, parce que les enfants, les méningocoques n'ont pas circulé. Or, comme on l'a vu, le portage des méningocoques chez l'adolescent, c'est quelque chose d'important. Comme le portage du pneumocoque chez les petits, c'est important. Et on va se trouver avec une population qui ne va pas être immunisée, qui va s'immuniser, mais avec un coût à payer à la maladie qui va peut-être rattraper ce qu'on n'a pas vu passer. Et donc, nous pensons que tout ça doit conduire à être très vigilant sur ces maladies-là et être très, très vigilant sur la vaccination contre ces pathogènes. C'est le concept qu'on a essayé de développer de la dette immunitaire. Oui, si je peux me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Robert, chez l'adulte, on constate aussi un petit peu la même chose. J'en veux simplement pour preuve une maladie qui n'est pas fréquente, c'est vrai, mais qui est l'encéphalite herpétique. Actuellement, en France, on est en train de piloter une étude multicentrique pour savoir si les corticoïdes seraient intéressants dans cette pathologie. Et depuis la Covid, on n'a aucun cas. Mais alors, aucun. Et donc, on s'est demandé, voilà, est-ce que c'est vraiment parce que nous, Français, ceci, cela. Cette étude, on la pilote en même temps de l'autre côté de la Manche avec les Grands Bretons, avec l'équipe de Tom Solomon à Liverpool, et ils constatent la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une frange, c'est uniquement des encéphalites d'adultes qu'on inclut, et là, il y a exactement la même difficulté de recrutement. Alors, je ne sais pas si chez l'adulte, on aura ce même phénomène en termes d'immunité, de baisse d'immunité collective et de rebond de la pathologie derrière. Mais en tout cas, il y a un effet extrêmement net dans les pathologies transmissibles liées à la Covid. Donc, merci la Covid d'une certaine façon. En tout cas, ça nous montre que
on peut peut-être faire des progrès dans l'organisation sociale, non pas pour réduire à zéro les contaminations, parce qu'il faut se garder de toute illusion, mais au moins de faire peut-être quelques progrès supplémentaires. Ça, voilà, c'est une piste de réflexion, mais bon. Bien sûr. Non, je crois que c'est vraiment… On ne va pas résoudre ça dans l'urgence. Non, tu as raison, Jean-Paul, c'est qu'une inquiétude, on a une petite inquiétude de ce côté, on a une inquiétude et on se dit que tout ce qui est couvrable par les vaccins, autant le faire, Oui. en particulier que les vaccins soient bien faits. On a pris quand même un retard dans les vaccinations obligatoires et puis même certains vaccins qu'on ne faisait pas et qui ont fait dans d'autres pays, peut-être que chez l'enfant, ça nous permettrait d'avoir un rebond moins fort et moins dangereux. Mais on est dans l'hypothèse, mais au moins il faut se poser la question. Certainement. Et puis je voulais juste faire un commentaire ou rebondir ou appuyer ce que disait Robert également sur les séquelles et sur le peu de cas finalement que l'on fait, y compris dans les autorités de santé, que l'on fait des séquelles. Pour les méningites, il vous a donné les chiffres, hein, c'est de l'ordre de 30% de séquelles. Et il faut voir que c'est des séquelles qui surviennent chez les enfants. Et donc, s'il y a un handicap, c'est un handicap pour la vie, c'est-à-dire pour des dizaines d'années. Donc, indépendamment du problème personnel, c'est aussi un coût important pour la société et une perte de chance pour avoir une vie la plus épanouie possible pour les enfants que ça concerne. Si on prend l'autre volet, c'est pour vous donner les mentalités finalement qu'on peut diagnostiquer. Dans les encéphalites, on a fait une étude, etc. Et maintenant, il est assez clair que les séquelles à 3 ans d'une encéphalite concernent à peu près 30 à 40% des patients qui ont été considérés comme guéris de l'encéphalite. Et alors, on a fait cette étude en utilisant des tests neuropsychomoteurs un petit peu fins, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que 3 ans après, les patients, il y a 40% des patients qui souffrent d'un handicap qui peut être extrêmement impactant dans la vie quotidienne. Et pour vous illustrer le ressenti des médecins, un jour, dans le cadre de cette étude, je téléphone à un collègue tout à fait compétent dans un hôpital à propos d'un patient qui devait revoir et pour lui dire, ben voilà, tu dois revoir le patient tel à telle date, etc. Et ça, il y pensait, bref, un truc de ce style. Et il me dit, oh non, mais lui, c'est pas la peine, il est guéri. Bon, on continue à bavarder 2 secondes, etc. Il me dit, non, mais il a que des troubles de mémoire. Donc, avoir des troubles de mémoire, c'est une guérison. Et comme j'étais dans un cours pour les réanimateurs juste avant vous, et en forme de plaisanterie, mais c'est presque pas une plaisanterie, je disais aux réanimateurs que pour eux, un malade est guéri quand il est extubé, que pour un infectiologue, un malade est guéri quand il a plus de fièvre, mais que dans les 2 cas, on est dans l'erreur profonde parce qu'on ne regarde pas les conséquences à long terme. Merci. Merci, professeur Stahl, pour ce complément de point de vue. En plus, c'est vrai que la guérison peut être vue de différents angles. À la fin, effectivement, c'est le bien-être du patient qui compte, on est d'accord. Je pense qu'on arrive au bout de cette session, mais je pense qu'on n'a pas encore planifié la suivante, mais on a une prochaine session au mois de juin qui est prévue, a priori le 3e jeudi du mois. On vous remercie à tous de votre présence et surtout professeur Cohen, professeur Hansmann de nous avoir rejoints pour cette session en live qui va être enregistrée et retransmise en ligne. Si vous avez des questions par ailleurs, on a une adresse csfrance@elsevier.com où on collecte les questions après les sessions également. Professeur Stahl, au plaisir de voir avec vous les prochains sujets pour la prochaine. Va bientôt être fait. Pour le prochain programme. On se garde d'être trop longtemps à l'avance parce qu'on essaye quand même de Absolument. l'actualité. Oui. Merci de votre invitation. Merci à vous, très bonne fin de journée, bonne soirée et portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci. Merci à vous. Bonne soirée, merci. Au revoir.